Bonsoir, bienvenue dans la Libre Antenne pour ces 2 heures de direct. Ici, vous le savez, on échange beaucoup, on parle de vos problèmes et puis on tente de se consoler des difficultés de la vie. Alors ce soir, justement, j'avais envie de vous parler d'un livre minuscule, un texte très court mais très beau, écrit par un auteur suédois en 1952 qui se nomme Stig Dagerman. Le titre en dit déjà beaucoup, il s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Un très beau texte dans lequel Stig Dagerman sonde la douloureuse réalité de l'existence, dissèque les émotions telles que la peur, la culpabilité, la solitude, et en vient à la conclusion que le signe définitif de notre liberté, je le cite, est le fait que notre peur laisse la place à la joie tranquille et à l'indépendance. Stig Dagerman était habité par la peur. En 1949, dans une lettre qu'il envoie au directeur du théâtre d'Hambourg, il se présente ainsi, il dit « Le thème central de mon œuvre est l'angoisse de l'homme moderne face à une conception du monde qui s'écroule. Et je crois qu'une des possibilités de salut consiste à ne pas se laisser vaincre par son angoisse, ni à fuir devant soi-même, mais à affronter le danger les yeux ouverts. » Affronter les dangers les yeux ouverts, la clé de notre bien-être est là. C'est en apprenant à regarder de près et à identifier les causes profondes de nos angoisses que celles-ci peuvent se dissiper. Alors ce soir, je vous propose que nous les regardions ensemble. Julie et Valentin sont là pour recevoir vos appels au 39 21 et notre Fifi, sans peur et sans reproche, et il s'incline derrière la vitre, veille au bon déroulement de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit. J'attends vos appels sur le 39 21. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Sophie à l'antenne, je voulais remercier Gabrielle pour son mail de ce soir. Gabrielle qui était avec nous hier soir sur cette antenne et qui dit qu'elle a repris aujourd'hui la méditation qu'elle avait abandonnée depuis quelque temps. Et elle nous donne une très jolie citation de Goethe, extraite de l'ouvrage récent de Christophe André qui s'appelle « Méditer jour après jour ». Alors Gabrielle, je vous fais une confidence, je ne l'ai pas lu mais je compte le lire, donc je vous remercie de le citer. Et la citation de Goethe est la suivante: alors l'esprit ne regarde ni en avant ni en arrière, le présent seul est notre bonheur. Mais merci à vous Gabrielle pour ce joli bonheur que vous nous offrez ce soir à partager tous ensemble. Sophie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous parler. Et je vous remercie donc d'avoir pris mon appel. Moi, j'ai mon petit souci, c'est que j'ai mon ami qui m'a quittée depuis largement plus d'1 an. Et je suis dans une véritable souffrance quotidienne car je suis bloquée dans l'attente de son retour. Je sais pertinemment que ça ne se fera pas, mais je suis incapable d'avancer. Et je vis tous les jours avec lui, en fait, sauf qu'il n'est pas là. Et c'est vraiment, c'est terrible parce que je me ferme à toute possibilité que la vie peut m'offrir d'une autre rencontre et je ne sais pas du tout comment faire pour m'extraire de ça. Oui, mais alors là, Sophie, c'est vrai que vous nous parlez d'une chose terrible qu'on est nombreux à connaître, qui est l'attente. L'attente, c'est terrible, l'attente, parce que quand on est dans l'attente, on n'est pas dans le présent. Je reprends ce que nous disait Gabrielle à l'instant, c'est que quand vous êtes dans l'attente, vous êtes dans un ailleurs en plus imaginaire. C'est très douloureux. Parce que vous n'êtes pas présente dans votre vie et vous pouvez effectivement pas la vivre puisque toute votre énergie est consacrée au fait d'être dans un ailleurs imaginé mieux finalement que le présent qui vous est offert. C'est une véritable obsession, c'est-à-dire que cette personne, cet homme, je crois le voir partout. Je vois une voiture comme la sienne, donc je le vois. Je vois une silhouette comme la sienne qui lui ressemble, donc il est là tout le temps. Et alors, je dois quand même ajouter que il s'est éloigné petit à petit. Ça n'a pas été une rupture franche, donc je n'ai absolument jamais eu d'explication à cet éloignement. Et en même temps, il entretient ma dépendance en
en m'appelant quelquefois. Donc parfois j'ai des coups de fil, parfois même on se voit, il passe me voir, il m'invite au restaurant. Dernièrement, c'était l'anniversaire de ma fille, donc il a proposé que nous allions tous ensemble au restaurant pour fêter ça. Il m'a proposé dernièrement de passer 2 jours avec lui. Il était présent sur un salon, donc il m'a proposé de l'accompagner pendant 2 jours. Et à chaque fois, bien sûr, je dis oui, même si je voudrais dire non, je dis oui. Et j'ai toujours l'impression que cette fois, ça va être la bonne et que ça va repartir et voilà. Et à chaque fois, je retombe de haut parce que il n'en est rien, quoi. Même si parfois il peut me laisser espérer. Pour être plus concrète, dernièrement, là, lorsqu'il m'a proposé de passer 2 jours avec lui, c'était 2 jours et c'était 2 nuits, vous voyez, dans la même chambre, à l'hôtel, etc. Et à chaque fois qu'il vous propose quelque chose, vous dites oui? Oui, tout à fait. Donc il a l'habitude que vous êtes à disposition. C'est ça qui vous met dans l'attente. Et c'est-à-dire que qu'il m'appelle, je réponds et oui, c'est qu'entre les deux, si vous voulez, le contrat tacite, dans tous les couples, il y a un non-dit de contrat. Il sait que quand il vous appelle, vous êtes là. Donc, et vous savez que vous répondez présent. Donc, il y a un lien qui continue en étant dans cette disposition d'être que vous avez par rapport à lui. Alors là, c'est un choix à faire de votre part. C'est que soit vous souffrez trop de ces situations et là, il faut prendre une vraie décision qui est de dire la prochaine fois qu'il m'appelle, c'est non. Mais vous la prenez avant qu'il appelle. Et donc le non, il vient de vous, il vient pas sur l'instant. Il vient parce que c'est une décision intérieure qui peut être certes douloureuse, mais quelquefois, il faut en passer par là pour se trouver soi. Mais c'est ça justement, c'est la question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'il faudrait radicalement couper les ponts, c'est-à-dire ne plus l'entendre, ne plus le voir C'est-à-dire, c'est toujours le comment on le vit, la question. C'est-à-dire que soit ça vous va d'être dans cette attente et que finalement c'est tout bonus, vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous le voyez, c'est un joli moment pour vous qui vous nourrit et donc vous ne prenez que ce qu'il a à vous offrir qui est juste ce moment-là et ça vous permet d'être en bonne distance par rapport à lui. Mais si cette attente prend toute votre énergie dans les moments où vous n'êtes pas avec lui, ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est générée. Et là, du coup, ça peut pas être un bon moment, vous voyez, quand vous êtes avec lui, parce que vous êtes un peu comme un affamé, quelqu'un qui a très faim et puis qui attend, puis quand il se nourrit, il mange à toute vitesse et il sent plus la nourriture. Donc je m'en veux parce que en plus de ça, c'est comme si j'alimentais moi-même ma souffrance parce que je sais qu'il est inscrit aussi sur un site de rencontre et je vais systématiquement voir s'il est connecté et chaque fois qu'il est connecté, je suis dans une souffrance terrible. C'est comme s'il me trompait en direct, quoi. C'est comme si je recevais ça en pleine figure et. Vous en avez parlé avec lui? C'est quelqu'un qui est très fermé, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la discussion. Quand j'essaie de discuter avec lui, il n'a pas envie de donner des explications, donc il dit mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Dès qu'il a dit ça, c'est comme ça, c'est même pas la peine d'insister. Et Sophie, qu'est-ce que vous aimez chez lui? Pourquoi il est si important dans votre vie pour vous? Parce que ça a été une histoire très forte, vraiment une belle une histoire passionnelle qui a duré presque 2 ans. C'est quelqu'un qui m'a apporté comment dire, il était très sécurisant. Il m'a mis sur un piédestal. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas connu depuis fort longtemps. Donc j'étais vraiment la femme de sa vie, j'étais ma famille, mes enfants, enfin tout le monde. Il a voulu, il a fait croire en tout cas que que j'étais toute ma famille pensait que ça y est, j'avais trouvé la perle rare, l'homme de ma vie, et quelqu'un de très sécurisant, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est très qui est dans les affaires, qui a plusieurs business, quelqu'un qui sait qui dirige, qui commande. J'avais qu'à me laisser aller avec lui. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté?
Eh bien, petit à petit, je trouvais que il m'inondait moins de SMS, il avait un peu moins de mots tendres. Enfin, ça s'est délayé comme ça, petit à petit. Ça n'a jamais été une coupure franche. Et quand je lui ai demandé, à un moment donné, quand même, il m'a dit, écoute, c'est pas de ta faute, mais voilà, je suis comme ça, j'ai toutes mes affaires en ce moment qui me causent plein de problèmes, je suis très prise, je suis bousculée, et puis tu sais, je ne peux pas donner plus, je suis quelqu'un d'instable, il faut que tu le comprennes comme ça. Donc, vous voyez, ça s'est estompé. Il s'est retiré de la relation petit à petit, quoi. Voilà. Oui. Il a plus été le même finalement. Une fois la phase de séduction passée, on dirait, non? C'est-à-dire qu'une fois que vous étiez complètement à lui et conquise, vous deveniez un peu moins intéressante. Est-ce que c'est un peu ça le sentiment que vous avez? Moins intéressante, ça a quand même... Bon, on va dire que la phase de séduction a quand même duré un petit peu, parce que presque 2 ans, bon, ça fait quand même... Oui, c'est une histoire, 2 ans. Ça fait déjà une belle histoire. Bon, il était très intégré, j'ai des grands-enfants, mais bon, qu'il aime beaucoup et avec qui encore aujourd'hui, il a d'excellents contacts. Et... voilà, il s'est éloigné petit à petit comme ça jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il était sur un site de rencontre. Et là, ça a vraiment été, ça a été une douleur intense, quoi, de voir que il me dit oui, mais bon, je suis comme ça, tu sais, voilà, je suis quelqu'un d'instable, j'ai besoin de séduire. Enfin bon. Et comme si vous demandez de ne pas l'aimer tout en sachant que vous l'aimez, vous voyez, c'est un peu ça. C'est paradoxal, oui. Enfin, oui. C'est... Et lorsqu'on est ensemble, bon, les 2 nuits qu'on a passées ensemble il y a un peu plus d'1 mois, là, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas eu cette année de séparation. C'est comme si, voilà, j'avais fait un mauvais rêve, et puis, voilà, Et de son côté aussi, vous pensez? Je pense, parce que lorsqu'on était dans la relation, il me serrait très fort contre lui comme ça, en me disant je voudrais pouvoir te faire rentrer en moi pour pouvoir te garder tout le temps. Enfin bon, les belles paroles qu'on dit toujours quand on est amoureux. Et là, dernièrement, quand on s'est retrouvés à passer les 2 nuits ensemble, il a eu exactement ces gestes-là. Et sauf que là, il y avait le geste, mais il n'y avait pas les mots. Mais les gestes, le geste était exactement le même. Oui, donc il est quand même présent, tendre physiquement. Il y a quelque chose. Et vous arrivez pas à parler ensemble de votre relation parce que ça doit être dit aussi un peu tout ça, non? Il se confie pas. J'ai pas osé parce que j'ai eu peur que ça l'effraie. J'ai eu peur qu'ils se disent bon ben ça y est, peut-être que je suis en train de lui redonner des espoirs et puis qu'elle va donc j'ai pas osé en parler. Oui, sans lui demander, vous voyez, des comptes ou quoi que ce soit, essayez de le faire parler sur qui vous êtes pour lui, enfin qu'il puisse exprimer que ça l'aide un peu à se positionner dans cette relation, c'est-à-dire comment il la voit, comment il voit le couple que vous formez, à quoi ça correspond ou ça ne correspond pas. Enfin, non, je crois que pour lui, parce que lorsqu'on était ensemble, il me disait toujours, tu sais, t'es vraiment quelqu'un qui restera toujours importante, et je voudrais surtout pas qu'on se perde, et je voudrais qu'on puisse rester vraiment proches, qu'on puisse rester amis. Et j'ai l'impression que petit à petit, il m'a amené dans cette relation-là d'amitié amoureuse peut-être, et mais à disposition aussi, c'est ça qui est gênant. Vous voyez, vous êtes à disposition. C'est ça que j'entends et qui va pas et qui génère votre souffrance et votre attente. C'est que du coup vous ne disposez plus de vous, c'est lui qui dispose de vous. Tout à fait. C'est voyez, tout à fait ça. C'est pas. Or dans une relation à 2, chacun doit disposer de soi et puis on se rencontre. Mais quand c'est lui qui dispose en permanence de vous, vous n'êtes plus avec vous. La preuve d'ailleurs, c'est vous dites, je suis dans l'attente perpétuelle d'un signe de lui et un peu dévoré finalement parce qu'il a de l'emprise.
il a de l'emprise. Je n'arrive pas à ne plus l'aimer, à ne plus penser à lui, à décrocher, quoi. Vous pensez, Sophie, qui remplit un vide, quelque chose qui si vous renonciez, vous voyez, si vous remettiez la vie à la place qu'elle a, votre quotidien, à la place qu'il a, c'est-à-dire en enlevant l'attente, hein, ça ne veut pas dire enlever le lien, il y a quoi d'angoissant qui surgirait? Il y a quelque chose qui surgirait que vous ne voulez pas voir ou... Vous voyez, qu'est-ce qui l'occupe, qu'est-ce qui remplace? C'est une sorte d'abandon, sans doute, et puis j'ai l'impression que je le refuse, quoi. S'il y avait plus ça, peut-être que je me sentirais totalement abandonnée. Et là, bon, malgré tout, je sais qu'il est là, je sais que si je l'appelle, il va répondre, je sais que si j'ai besoin de lui, il est présent. Il y a d'autres choses dans votre vie, Sophie, non? Vous avez, je sais pas, des enfants, un métier auquel vous tenez? J'ai deux grands-enfants qui sont adultes maintenant, que je ne vois pas très très souvent puisqu'ils ont leur vie. Et autrement, j'ai pas d'autres familles, malheureusement. Ou des choses qui vous intéressent, enfin, vous voyez, des centres d'intérêt, des... Je perds. Avant, j'aimais beaucoup lire, par exemple. Aujourd'hui, je suis incapable de lire la page d'un livre. J'arrive au bout de la page. Il faut que je recommence parce que je n'arrive pas à porter attention, à me concentrer, quoi. Vous n'arrivez plus à vous nourrir, en fait, hein? Non. À être avec vous, finalement. C'est vous avez perdu dans cette relation-là. Et même à sortir avec mes amis, j'ai quelques amis. Bon, parfois, je me force un petit peu, vraiment, je me fais violence pour sortir. J'ai pourtant d'autres hommes qui sont là, qui s'intéressent à moi, qui me le disent, qui me le font savoir, et non, il y a pas moyen, quoi. Ouais, je ne vous peux pas appartenez du tout. plus. Non. Et peut-être faire un travail sur votre corps, Sophie. Réinvestir votre corps, réinvestir l'intérieur de vous, vos sensations, votre ressenti. Notre vie, elle passe aussi énormément par notre corps, hein, pas seulement notre esprit ou notre mental. Et quand on s'appartient plus, le corps, il est toujours là, hein. Donc lui, il peut être un bon moyen de vous réancrer, voyez, de vous réancrer en vous-même. On parlait de méditation, enfin Gabriel citait le livre de Serge Effès, mais c'est vrai que, d'ailleurs je crois que Serge Effès raconte qu'en psychiatrie il a eu même des résultats exceptionnels en aidant en fait les patients à travailler, hein, sur cette identité corporelle, enfin plus qu'identité, ce ressenti, nos moyens. C'est important que vous sortiez pas de la relation, mais de l'emprise. Là aujourd'hui, c'est l'emprise qui est un problème pour vous. C'est que vous ne vous nourrissez plus, vous n'êtes plus avec vous-même. Le vous-même est parti, il a fusionné avec l'autre. Donc il faut vous retrouver. Ça demande un travail sur soi, ça demande même une discipline. Hein. Ce que disent les philosophies et la médecine orientale, hein, une forme de sagesse. Et ça passe par, ne serait-ce que déjà de s'asseoir, d'écouter sa respiration, son corps. Bon, après, il y a plein de méthodes, mais vous voyez, essayez de chercher autour de ça, parce que vous pouvez garder lien avec lui, amical, un peu amoureux, un peu de temps en temps, mais pour autant que ce soit vous qui le choisissiez. Or, vous ne le choisissez pas, vous êtes choisi. Vous voyez, c'est inversé. Oui, complètement. Oui, c'est vous qui êtes choisi. Oui. Et vous avez voulu être choisi, et vous avez... En fait, comme si vous n'arriviez pas à vous choisir vous-même, vous l'avez laissé vous choisir, au lieu de vous choisir vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et du coup, ça vous a convenu, puisqu'il vous a choisi, vous vous êtes dit, voilà, j'existe, puisque lui m'a choisi. Mais l'important, c'est de se choisir. Et une fois qu'on s'est choisi, on peut choisir l'autre. Et l'autre vous choisit, et voilà. Et ça fait quelque chose de commun, on crée quelque chose ensemble. Mais là, tout est chez lui, c'est lui qui a tous les pouvoirs, là. Complètement, il a la main, complètement. Et oui, mais c'est à vous de reprendre la main. Et c'est bien, vous avez dit la main, vous voyez, c'est physique. Reprenez c'est par votre corps que vous allez reprendre le contact avec vous. C'est pas votre mental. C'est pas dans les livres, ou si ce n'est là, je cite le livre de Serge Effès, qui peut donner des exercices de méditation, mais là, vous, c'est pas votre cerveau qui va faire le travail, vous voyez, parce que ça sert à rien qu'on raisonne, là, vous voyez, toutes les deux. Moi, je peux pas vous raisonner. On passe plus par la raison, là.
On est dans une autre dimension. Mais oui, enfin, la question que je me posais, c'était surtout, est-ce que le fait de couper tout contact, de refuser de lui expliquer qu'il m'appelle plus, qu'il faut que voilà, que ça me fait trop de mal, que ça me démolit. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est reprendre la main. Ça, Sophie, c'est rechoisir, c'est décider. Là, je reçois un mail pour vous de Chaudron de la Barque, qui dit votre attente tient de l'obsession. Bah oui, c'est ce qu'on a vu ensemble. Oui. Vous ne pouvez pas être à la disposition de cet homme, cela ne vous valorise pas. Essayez de penser davantage à vous, de faire des choses pour vous sans que cet homme intervienne. Et puis ne vous montrez pas systématiquement disponible, c'est ce que je vous disais également. Faites-vous courtiser, désirer, vous verrez alors si l'attente est réciproque ou pas. C'est vrai qu'il faut créer une attente aussi chez lui. Ne perdez pas de vue que l'attente est inévitablement source de frustration et de désillusion. Si vous ne parvenez plus à gérer sereinement cette relation, allez en parler, vous comprendrez ainsi ce qui se joue pour vous au sein de cette relation. Oui, ce qu'il y a, c'est que là, dans l'attente finalement, vous créez, en même temps vous l'aimez cette frustration, vous voyez, c'est là où c'est complexe. Enfin c'est là le plus gros danger finalement. C'est que cette frustration elle vous plaît un peu parce que c'est sans doute l'idée que vous vous faites du bel amour. Vous voyez, vous êtes peut-être aussi prisonnière de certaines croyances. Oui, je pense que je me dis mais j'ai l'impression d'aimer, enfin c'est comme si j'auto-alimentais ça vous plaît quelque part, cette souffrance. Pourtant elle est terriblement douloureuse et oui, mais elle vous évite de vous occuper de vous et ça pour vous c'est peut-être encore plus compliqué. Il y a Grégory qui dit je réagis au témoignage de Sophie. Pour son bien-être, elle devrait rompre avec son ex-ami. Elle fait dépendre sa propre valeur de ce dernier. Or, elle devrait au contraire retrouver l'estime d'elle-même en trouvant ses propres valeurs et comprendre qu'elle est digne d'être aimée par quelqu'un d'autre. Quant à son ex-ami, pour moi, c'est un danger public, narcissique de surcroît, qui entretient les sentiments de cette jeune femme et la manipule. Oui, peut-être en tout cas, il est très paumé pour ne pas vraiment savoir ce qu'il veut et bien se positionner. Oui, j'ai l'impression c'est quelqu'un de paumé qui a le sentiment, enfin, il n'a pas connu sa mère. Bon, il a su qu'elle s'était suicidée, il avait 8 ou 9 ans. Pour lui, il considère que sa mère l'a abandonné. Et j'ai comme l'impression que lui a tendance à quitter un peu comme ça, de peur peut-être d'être quitté aussi. Il y a quelque chose qu'il suit aussi depuis sa petite enfance qui n'était pas très clair, je crois. Mais il y a Isaac là qui avait envie de vous demander, je trouve que c'est une bonne question. Vous êtes dans l'attente, dites-vous, mais qu'attendez-vous de cet homme ? Ce que j'attends de lui, j'aimerais que... C'est très naïf comme réponse, mais c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. J'aimerais il m'a aimé d'une tellement belle façon et d'une façon si intense que j'aimerais que cet amour-là recommence, revienne. Et c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai été vraiment sur un piédestal. J'ai été une princesse, quoi, vraiment très aimée, très... Et voilà, et c'était tellement beau, c'était presque un petit conte de fées, que voilà ce que j'attends, ce que j'espère. Je me dis, mais ça va revenir, parce que ça peut pas être autrement. Oui, c'est bien dit, mais vous voyez, Sophie, on reste très longtemps amoureux des débuts. Et ça, c'est un piège dans beaucoup d'histoires d'amour. C'est-à-dire qu'on s'accroche à ce démarrage merveilleux, puis alors on veut tout le temps le réactiver, rejouer la scène du 1. Voilà. L'acte 1, on veut le jouer en boucle. Sauf que derrière, il y a un acte 2, acte 3. Enfin, l'histoire continue, mais on veut pas la voir parce qu'on s'accroche. Et on laisse pas sa chance à la relation d'évoluer parce qu'on s'accroche d'emblée déjà aux premiers souvenirs qu'on en a, aux premières émotions. C'est très enfantin, c'est très archaïque. C'est le premier lien à la mère. Et aux parents, vous voyez, c'est le bébé qui veut pas renoncer au sein, au bras, c'est le petit enfant qui veut pas grandir en nous. C'est tout ça qu'on rejoue à chaque fois. C'est cet attachement.
Et puis d'autant que dans cette relation, parfois, il y a des relations avec des hauts et des bas ou quelques petits conflits ou quelques disputes. Nous, il n'y a jamais rien eu. Ça a toujours été... on était vraiment sur la même longueur d'onde, on était d'accord. Enfin, Oui, il n'y a jamais eu aucun... mais tous les démarrages, Sophie, c'est tous les démarrages. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une époque où c'est très compliqué de vivre un amour parce que tout le monde s'attache à ce démarrage. Alors c'est pas ça. Et s'aimer un homme et une femme, enfin un couple, c'est pas le démarrage. On peut pas continuellement, ce que je vous disais, jouer la même scène. Or on est tous, vous voyez, c'est toujours ça. C'est parce qu'on supporte pas la frustration ni la désillusion. On veut cette émotion première et être dans la jouissance finalement, parce que c'est de la jouissance au démarrage, de l'émotion première. C'est pas possible. Après on construit, après on façonne ensemble, après on s'affronte, après c'est nos au début, si vous voulez, on ne voit que ce qui nous ressemble. Ça, c'est les premiers émois amoureux. C'est merveilleux. C'est le miroir, c'est Narcisse. Et puis après, quand la relation avance, on voit nos différences. Là, ça devient un peu plus exigeant de regarder les différences. Puis c'est là où on reconnaît l'autre dans sa différence et on la reconnaît en tant que personne. Et là, on l'aime. On l'aime pour ce qu'elle est. Et lui nous aime pour ce qu'il est. Donc, et c'est comme ça qu'on peut construire un amour. Quand ça ne peut pas exister, on tourne en boucle comme un disque rayé sur les premiers moments. Et vous êtes dans le disque rayé. Complètement. Ben oui, parce que je suis restée toute seule et lui a continué son chemin différemment. Et puis... Oui, mais là, je reprends ce qu'on a dit et ce que vous disiez, les auditeurs qui vous envoyaient des messages. C'est retrouvez-vous pour arriver à construire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit lui ou un autre. Donc, laissez un peu de temps. La prochaine fois, ne répondez pas oui, répondez non. Laissez-le voir comment il gère lui aussi l'attente et le désir. Et retrouvez-vous. Là, c'est l'urgence. C'est de vous retrouver, Sophie. Et après, peut-être, il pourra se passer quelque chose avec lui ou quelqu'un d'autre. Mais l'urgence, c'est de vous retrouver. Vraiment. Vraiment. Oui, j'aimerais oui. beaucoup. Oui. J'en ai vraiment besoin oui. parce que oui. C'est vraiment trop douloureux. Là, j'ai passé toute l'année 2011 comme ça et je voudrais bien commencer 2012 différemment, vraiment. Oui. Et bien alors là, ça va passer au départ par une discipline, Sophie. Par vous imposer quelque chose. Choisir, c'est renoncer. Je le dis souvent. Mais c'est renoncer là qu'il vous faut. Vous allez faire un choix qui est le choix de vous en renonçant pour l'instant, à lui. Laissez le temps après. Donnez-vous le temps. C'est très important le temps. On l'oublie toujours. C'est pas une décision. Vous voyez, ça veut pas dire qu'il se passera plus jamais rien avec lui, mais ça va vous permettre de poser un acte, un premier pas. Après, laissez la vie vous offrir ce qu'elle a à vous offrir. Il faut absolument aussi que je m'efforce à ne plus aller regarder sur ce site de rencontre, voir s'il y a... Oui, alors là, c'est vrai que je reçois un mail d'Étoile qui dit attention, aux hommes inscrits sur le site de rencontre. Alors, je sais pas, alors, là, c'est terrible. Étoile nous dit mon mari y est inscrit, se nourrit de toutes ces femmes qui cherchent l'homme de leur vie. Il les rend dépendantes de lui. La relation est courte, mais grande est la souffrance. Pour Étoile aussi, j'imagine qu'elle est grande, la souffrance. Mais oui, parce que les sites de rencontre, enfin, voilà, c'est le supermarché quand même, Ah oui, puis de le voir comme ça, passer des heures connectées, donc à discuter certainement, enfin... Oui, mais là, il vous respecte pas et vous ne vous respectez pas, vous voyez ? Oui. C'est ça, c'est le mal que vous vous faites qui est embêtant, là, dans cette histoire, Sophie. C'est pas tant ce qu'il fait lui que ce que vous vous faites à vous, via son acte à lui, en acceptant cet homme-là, dans son attitude à lui. C'est ça qu'il faut refuser. Je le prends comme une humiliation en plus. Quand je le vois là... alors arrêtez de vous humilier vous-même. Oui. D'accord ? D'accord. Allez, bon courage, Sophie. Je vais prendre toutes ces bonnes résolutions là. Ça tombe bien, c'est la nouvelle année. Oui, voilà. On est toujours, on en prend toujours, donc je vais commencer par celle-ci. Voilà. Merci. Bon courage, Sophie. Merci de votre appel. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
C'est une bien jolie chanson d'amour. Alors justement pour Sophie qui nous parlait à l'instant de son histoire d'amour, justement, je reçois un SMS pour vous, Sophie, qui dit: cette passion fut un shoot hyper identifiant. Le manque du produit amoureux, entre guillemets, vous laisse hagarde, fantomatique. Mûrir est votre sevrage. Voilà, c'est joli ça, mûrir est votre sevrage. Brigitte, vous êtes là? Oui, bonsoir Brigitte. Sophie. Merci de prendre mon appel. Je vous appelle au sujet de ma fille, Oui. que je n'ai pas vue depuis 10 ans. Mmh. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer. Oui, je comprends. C'est long, 10 ans. Parce que c'est vraiment très douloureux. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Brigitte, pour pas que vous voyiez votre fille pendant 10 ans? Elle est partie du jour au lendemain. Mais il s'était passé quelque chose? Rien. Rien, je n'ai pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Oh. Alors après, j'ai enquêté, bien sûr. Oui. Alors j'ai appris que je la maltraitais, c'est faux, que je lui obligeais à faire les tâches ménagères. Elle n'a jamais fait de tâches ménagères. Que j'étais trop autoritaire, que je la séquestrais. Mais des choses odieuses, je n'ai jamais séquestré ma fille, jamais. Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas pu rentrer en contact avec elle pendant ces 10 ans? Elle est partie vivre chez des amis, hein, c'est ça? Voilà. Elle Oui. est partie dans un premier temps chez une amie. Mmh. Et moi, au bout de 2-3 jours, je demande à son père, mais enfin, Oui. où est-elle? Et il m'a dit, elle est chez une telle. Je me suis rendue. Et là, j'ai été incendiée par son amie, Oui. par la mère de son amie, avec qui elle était partie en Espagne à 16 ans. Oui. Et comme je n'avais pas de nouvelles, j'ai fait intervenir la gendarmerie. Elle avait 16 ans. Bah oui. Ouais. Alors, je n'avais pas d'adresse. Je suis allée voir le frère de cette femme qui m'a communiqué l'adresse et je suis allée à la gendarmerie. Et ils ont reçu en vacances la gendarmerie et elle a été choquée. Elle m'a dit, mais vous m'avez humiliée, vous m'avez pas fait confiance. Et donc, elle avait pris parti pour ma fille. Elle m'a dit, remettez-vous en question. Mais vous saviez pas où était votre fille, si? Je ne savais pas où elle était. Mais elle était partie sans vous dire alors qu'elle avait 16 ans? Non, mais j'avais reçu cette femme et elle m'avait dit, on part 15 jours en Espagne. Donc vous saviez que votre fille partait avec elle? Oui. Oui. Mais je n'avais pas de nouvelles. J'avais demandé à ma fille, téléphone-moi quand tu arrives à 20h. Oui. On s'était donné des rendez-vous. Et vous avez essayé d'en prendre des nouvelles, vous? Je ne pouvais pas en avoir et je n'avais pas reçu cet appel. Et 2-3 jours, je pense, 4 jours, c'était passé. Et là, j'ai perdu patience et j'ai fait intervenir la gendarmerie. C'est un peu maladroit quand même. Mais j'étais La inquiète. gendarmerie. Oui, mais la gendarmerie quand même. Elle avait voilà. 16 ans, je n'avais aucune nouvelle. Oui, mais vous saviez que vous connaissiez la famille, vous saviez qu'elle était en vacances en Espagne. Oui. Voilà, chez qui elle était. Enfin, il y avait un cadre quand même. Je l'avais vue qu'une fois cette femme. Mais bon, je lui avais fait confiance. Voilà, donc vous aviez fait confiance et là, au bout de 4 jours, vous n'avez pas de nouvelles et vous faites venir la gendarmerie. Donc, Ouais. donc, bon, ça peut comprendre que la femme se sente un peu heurtée parce qu'il peut y avoir d'autres moyens aujourd'hui de communication. Mais bon, on va pas C'était il y a épiloguer. 12 ans, D'accord, oui. c'était il y a 12 ans. D'accord. Et après, bon, donc ça, il y a eu ça, mais qu'est-ce qui s'est passé au point que votre fille parte comme ça Alors, elle a 2 frères. J'essaye de savoir par ses frères. Surtout le dernier, là, qui a 21 ans et qui est encore avec moi ces 10 dernières années. Et j'essaye qu'il soit le médiateur, mais bon, le pauvre, il peut pas tout faire, tout comprendre. Et j'étais trop autoritaire, paraît-il, et qu'elle ne veut plus jamais me voir. Et là, donc, à Noël, vous avez essayé de rentrer en contact avec elle, c'est ça? Oui, j'ai dit à son petit frère, écoute, c'est la paix, Noël, tout le monde pardonne à tout le monde si j'ai fait des erreurs. Bon, maintenant, qu'elle vienne au repas le 25 et là... Mais vous l'avez contactée, elle, en direct, ou vous êtes Pas passé du par tout, son... jamais, je n'ai pas son téléphone, je n'ai rien. Oui, mais le frère a son contact. Oui, Et vous pouvez écrire? j'ai écrit l'an dernier. Oui. Ah, et elle n'a pas répondu. Non. Et là, vous avez essayé de réécrire cette année? Non, parce que l'an dernier, j'avais tout dit. C'est quoi tout dire pour vous, Brigitte? De faire le point que depuis sa naissance, moi, le plus beau jour de ma vie, c'était quand elle était née. J'avais prononcé son prénom, elle m'avait regardé dans les yeux, que je n'avais pas oublié ça, qu'elle comptait pour moi toujours, que j'aimais mes 3 enfants différemment. Parce que je sais qu'en plus, elle pense que je ne l'estime pas, parce que son frère
avait fait des études secondaires où il était dans les premiers, toujours des bons bulletins, excellent élève, intelligent, etc. Et quand je félicitais son frère, je sais maintenant qu'elle comprenait, elle, qu'elle interprétait sauvagement, et moi, alors, je suis une idiote. Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais sous-entendu qu'elle était une idiote. Je lui ai dit, tu as une intelligence pragmatique, tu es dynamique, tu as... C'est la numéro quoi dans la fratrie? Elle, c'est le numéro 1. C'est l'aîné? Ah, oui. D'accord. Et après, 2 garçons. D'accord. Et le papa, vous êtes séparés, c'est ça? Vous êtes séparés? Voilà, et quand on s'est séparés, elle est partie avec lui. Ah, donc elle est même partie avant lui. Elle est partie chez son copain avant son père. Et vous avez pu en discuter avec votre ex-conjoint d'elle, enfin Mon mari s'est vengé par cette situation. Il venait, il me ricanait au nez parce qu'il était très content, il avait récupéré sa fille. Lui, il ne voulait pas divorcer parce qu'il avait peur de perdre ses enfants. Donc, quand on a divorcé, que la fille est allée avec lui et que le deuxième après est allé avec lui, il était heureux parce que c'était sa vengeance. C'est moi qui ai demandé le divorce. Donc lui se réjouissait de cette situation et jamais il n'aurait dit à sa fille, parce qu'en plus il est peut-être pas très intelligent, d'aller voir sa mère. Jamais. J'ai appris par le voisin que j'avais un petit-fils. Ah, elle vient d'avoir un enfant. C'est ça. Il y a longtemps, il a 9 ans. Il a 9 ans. Je l'ai jamais vu. Et quand vous lui avez écrit cette lettre, vous avez pu lui dire toute cette souffrance-là qui sort ce soir ou dans quelle façon vous lui avez écrit? Quels ont été vos mots? Que ce n'est pas parce que son frère avait fait des bonnes études secondaires, parce qu'ensuite il n'a rien fait il n'a pas fait d'études supérieures, que elle, j'avais des bons témoignages dans ses stages, qu'elle était efficace, courageuse. Mais c'est pas tout ça que vous lui avez écrit, Brigitte, je vous arrête. C'est pas ça que vous avez écrit il y a un an, si? Si, tout ça. Si, je lui ai dit que j'étais allée là où elle avait fait des stages et que je n'avais que des compliments de son efficacité, qu'elle était très bonne. Mais vous pensez que c'est ça qu'elle a besoin d'entendre? C'est une très bonne opinion d'elle. Oui, mais elle a besoin d'entendre votre cœur, Brigitte, pas l'opinion. Je lui ai dit que je l'aimais aussi, bien sûr. Oui, mais de toucher, peut-être de vous laisser aller, peut-être qu'elle... Vous voyez, le problème dans les conflits entre parents et enfants, c'est qu'on est dans la mésentente, c'est qu'on ne s'entend plus, mais on ne s'entend plus, il n'y a plus d'écoute. Vous voyez, elle n'entend pas, ni votre souffrance, ni ce que vous avez à dire, et vous n'entendez pas ce qu'elle a besoin d'entendre. Et ça, c'est complexe, il faut que, à un moment donné, l'un des deux, et notamment le plus âgé, le plus grand, on va dire le plus adulte des deux, bien qu'on reste toujours un peu des enfants, puisse faire un pas dans la compréhension et l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Que je l'aime? Non, d'écouter son besoin, de la laisser vous parler, de l'inviter à vous parler, à vous dire ce qu'elle a besoin. Tout contact et oui, échange. Mais par écrit, de lui proposer une invitation à être dans l'écoute, de pas l'envahir, mais d'ouvrir la porte dans l'autre sens, de laisser un vide en vous pour qu'elle puisse vous toucher. Elle a besoin de vous toucher, elle a eu sans doute le sentiment qu'il n'y avait pas de contact. Il y a une maladresse là entre vous. Oui, mais voyez, je ne vois pas laquelle. Parce que quelquefois, il peut y avoir beaucoup d'amour, mais une immense maladresse qui gâche l'amour. Et c'est ce qui rend la relation très douloureuse. Le problème, il n'est pas de se dire on s'aime pas. Elle aime sûrement sa maman parce que tous les enfants, c'est comme ça, depuis leur naissance, sont attachés à leurs parents. Et dans l'autre sens, c'est quelquefois moins vrai, mais il y a un dialogue, il y a quelque chose qui s'est pas fait entre vous deux. Elle a une histoire, elle a une histoire de bébé, de petit enfant avec vous. Il y a des choses, des caps qu'elle a pas réussi à passer. Alors, c'est pas de vous culpabiliser le problème, mais il y a une responsabilité sans culpabilité. Donc, entendre votre responsabilité de mère, c'est lui permettre à elle de vous parler. Je parle pas de culpabilité, hein. Je parle pas de vous rendre coupable. Oui, j'entends bien, elle veut pas, mais parce que peut-être qu'elle ne sent pas que vous êtes prête à entendre. Pour qu'elle vous parle, il faut qu'elle soit sûre que vous allez l'entendre, sinon elle veut pas. Elle voudra pas vous parler tant qu'elle n'est pas certaine que vous allez l'entendre.
Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Que je suis prête à l'écouter? Oui, oui. Non seulement que vous êtes... Mais vous venez de souffler, vous voyez? Ça veut dire, c'est trop lourd. Dites-moi, Non, Brigitte. c'est pas non, ça. dites-moi, oui. C'est trop douloureux. Je viens de pleurer, alors Oui. Je respire. Oui. Non, parce que je sais que ce que je vous dis là, c'est compliqué. Enfin, vous voyez, parce que ça veut dire taire tout. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire depuis 10 ans. Oui. Mais elle aussi. Mais il faut que ce soit d'abord elle qui parle et pas vous. Et peut-être que dans votre démarche, vous avez quelquefois la volonté, vous savez, le courage qu'on a à faire les choses, il prend la place du cœur. Elle est à l'inverse. Là, la situation, c'est que finalement, c'est pas à vous tellement de parler, c'est à elle de pouvoir déverser. Même si pour vous, ça va être très très compliqué, et ça peut être très douloureux. Donc il faut que je le tende un pont vers elle en disant je suis prête à t'écouter. Oui. Et j'aimerais. Pas je suis prête, j'aimerais. J'ai besoin. Je sais que tu as un petit garçon qui a 9 ans maintenant. Tu me manques, je suis en manque de toi et je suis désolée du malentendu. Et parce qu'on ne s'est pas entendu, aujourd'hui, j'ai besoin et je suis prête à t'entendre. J'ai à la fois ce besoin de mère, parce que vous l'avez, ce besoin, et il est important. Et puis, je suis prête parce que je pense que tu as plein de choses finalement à me dire, et même ta colère, je suis prête à la recevoir. Offrez-lui de recevoir sa propre colère contre vous. C'est compliqué, hein, mais elle n'a pas pu la dire. Elle a fui parce qu'elle n'arrivait pas à vous affronter. Elle a peur de vous. Quand on était ensemble, j'avais vraiment l'impression qu'on était complices, puisqu'on allait faire de la gymnastique ensemble, on riait ensemble, on allait au restaurant ensemble. Je ne voyais pas sa colère. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de contrariété apparente. Oui, mais c'est pire les colères rentrées. Vous savez, c'est partir comme ça du jour au lendemain sans un mot, c'est que elle s'autorise aussi elle-même pas à dire. Il n'y a pas que vous dans l'histoire. Hein. Puis il y avait son copain qui l'a mal influencé. Peut-être, on est aussi le produit de nos environnements. Hein. Et là, il y a le père, il y a le copain, il y a l'ami, il y a tout ça. Elle était très entourée. Oui, mais elle est jeune, oui. Maintenant, elle est un peu plus grande. Elle peut comprendre. Oui, bien sûr qu'on est aussi le produit de nos influences. Mais lâchez pas, parce que pour vous, c'est important. Et qu'il y a peut-être une autre façon de l'approcher. C'est juste ça que je voulais vous dire. J'ai pas la solution, je vais pas vous dire ça va marcher. Mais quand on tente quelque chose et que ça fonctionne pas, il y a peut-être un autre chemin, il y a peut-être autre chose à tenter. Et c'est peut-être en vous qu'il faut regarder sur qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre et pas voir, qui, en ouvrant cette porte-là, vous savez, c'est que la relation à l'autre, c'est un peu un système. Il suffit de bouger une pièce pour que tout le système bouge. Si vous bougez de position, elle va peut-être le sentir. Et là, peut-être qu'elle va se sentir prête. Mais on ne sait pas. Hein. C'est la liberté aussi, heureusement, malheureusement, de l'individu. Mais je pense qu'elle n'est pas très fière de sa situation. Elle doit en souffrir, c'est certain. Parce qu'en plus, le père de son enfant est parti. Oula. Elle n'a plus de travail, elle va se nourrir à la banque alimentaire. Oh là, mais elle a besoin de sa maman, cette femme-là. Évidemment. Mais elle est peut-être un peu orgueilleuse, ce que je n'avais pas décelé chez elle, parce que c'est pas son tempérament à être orgueilleuse. Mais elle voulait revenir fière et me montrer... Elle voulait être dans le succès, voilà, et là, elle réussit pas du tout, alors elle est d'autant... elle est mortifiée, alors. Oui, d'autant plus. Elle a honte. Un petit peu, j'imagine. Oui, mais c'est bien, là, ce que vous dites, voyez, Brigitte, parce que c'est ces bras-là que vous devez ouvrir, alors. Mais je ne demande que ça. Oui, mais comme la lettre, vous voyez, je reprends la lettre que vous avez écrite il y a un an, où vous lui disiez... qu'il y avait une bonne opinion d'elle. Mais là, alors, elle a honte, elle ose peut-être plus revenir. En plus, le père est parti à la Réunion avec le petit pendant 1 mois ou 2. Elle déprimait complètement. Son frère m'a dit, elle déprime. Et quand je lui propose de venir à Noël, elle me dit que moins elle me voit, mieux elle se porte. Mais elle a peur, elle a honte, elle est pas bien. Mais alors, vous voyez, vous avez une vraie intelligence de la situation et d'elle. Là, c'est très important ce que vous venez de me dire en imaginant. Alors, imaginez-vous que vous vous adressez à quelqu'un de blessé qui est dans la honte. C'est pas de succès ou de réussite qu'il faut lui parler, c'est juste du cœur d'une maman et de bras ouverts. Vous voyez, c'est pas d'elle. Lui parlez pas d'elle, parlez-lui de vous, Brigitte. Lui parlez pas d'elle, pas de ce que vous savez sur elle. Parlez-lui de vous,
de votre besoin, vous, de ce que vous me dites là, ce soir. C'est ça qu'elle a besoin d'entendre. Il faut que vous la touchiez. Il faut lui parler de vous. Vous voyez, quand vous la contactez, vous lui parlez d'elle, d'abord vous l'envahissez, puis vous lui plaquez, encore une fois, une image d'elle qui lui convient pas. Elle veut pas de ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir venir vers vous sans image, être juste un cœur à cœur. C'est ça qui est important. Donc offrez-lui ça, juste ça, et parlez de vous, pas d'elle. Quand ses frères sont partis à Noël, j'ai dit, dites à votre sœur qu'elle a besoin de moi et que j'ai besoin d'elle. Bien sûr, c'est vrai. Je demandais, quand est-ce que votre sœur va venir? Et ses frères ont dit, oh, bah alors là, ça a l'air de dire, c'est pas demain la veille. Elle est braquée contre moi. Ben, lâchez pas, écrivez. Un cœur, elle va l'entendre. Mais encore une fois, Brigitte, ne lui parlez pas d'elle. Parlez-lui de vous, de votre besoin, de votre souffrance, de votre tendresse. Bonne intention de parler d'elle. Oui, je comprends, parce que vous jouez la mère qui veut rassurer la petite fille, mais on n'en est plus là. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'êtes plus, c'est plus cette position-là. C'est fini, cette histoire-là, elle est jouée. Elle n'a pas besoin que vous l'admiriez ou vous lui... Non, elle a besoin d'entendre que vous l'aimez, que vous avez besoin d'elle, donc de parler de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'osais pas. Eh oui, quelquefois on a une pudeur. On n'ose pas parler de ses sentiments parce que, oui, ça c'est quelquefois à la fois une histoire d'éducation. J'ai peur qu'elle pense, c'est bien fait pour elle. J'ai pleuré maintenant, c'est à elle de pleurer. Ah oui. Bon, en fait, Brigitte, c'est que vous avez peur de vous humilier face à elle? Dites-moi, un petit peu. Oui, je comprends. La maman est aussi blessée. On a un orgueil de mère. Hein. Oui, je comprends. Ou alors qu'elle ait cet esprit de vengeance. Oui. À toi de pleurer. Tu m'as fait pleurer petite. À toi de pleurer. C'est bien fait pour toi. Oui. Et ça n'avancera pas. Non, mais ça, ça l'avancera elle. Parce qu'une fois qu'elle aura passé cette colère-là, elle pourra peut-être vous retrouver. C'est des étapes qu'elle va passer. Offrez-lui ça. Je sais que c'est douloureux, j'entends. Et vous voyez, c'est bien là ce que vous dites. Vous avancez là, vous voyez, dans notre discussion. C'est bien de reconnaître que oui, vous avez peur d'être humilié. Oui, vous avez peur de vous aplatir devant elle. Oui, vous avez peur d'être nue. Non, pas trop l'humilier, mais qu'elle en profite. Je comprends. Se venger. Oui. Mais laissez-la, hein. Offrez-lui ça. 10 ans qu'elle se venge. Oui, mais elle a besoin de le sentir. Elle a sans doute besoin de le sentir. Et c'est peut-être un bon moyen de la retrouver, je pense que vous le sentez. Il y a juste à vous autoriser et à accepter ça. D'accord, Brigitte? De lui faire part de ma souffrance. Oui, c'est très important. Là, je reçois quelques réactions pour vous. Oui. Il y a Laurence qui dit « Écoutez votre fille, laissez-la parler, cela vous libérera. Il y a certainement un malentendu et dites-vous qu'elle souffre sûrement de cette séparation. Bon courage. » Et puis il y a Corinne qui dit « Brigitte, il y a dû avoir plein de malentendus entre vous. Vous avez repris un minimum. Avez-vous repris un minimum de dialogue? Bah, vous avez essayé en tout cas. Aucun. Oui, mais vous avez refuse, essayé. Catégoriquement. Je n'ai pas d'appel, je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'ai pas de courrier. Oui. Je l'ai jamais vu ni touché, ni comme s'il était morte. Oui, mais il y a Fédragé qui dit peut-être étiez-vous trop fusionnel et elle n'a trouvé que la fuite pour se séparer de vous, mais elle vous aime comme vous l'aimez, soyez-en sûrs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis il y a Tanguy, l'agent de sécurité, qui dit « Je pense qu'un contact téléphonique serait plus bénéfique ». Vous avez essayé de l'appeler, de lui téléphoner? Je n'ai pas son téléphone, elle veut surtout pas me le communiquer. Alors, évidemment, ses frères ne vont pas me le donner, personne ne veut me le donner. Ben alors Brigitte, on va rester là-dessus. Essayez de lui parler de vous et prenez ce risque-là. Hein? Je le dis souvent, l'amour c'est un risque. Prenez un risque pour votre fille. Bonsoir, il est minuit 8.
sur Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure dans la libre antenne. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions ou auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Julie et Valentin et Fifi à la réalisation. Bonsoir Josette. Si, je vous appelle pour vous parler, pour trouver une aide parce que je suis vraiment en ce moment très très souffrante. Je pense à Sophie, je vis une histoire d'amour où je pense que je suis sous une grande emprise, mais j'arrive pas à m'en sortir non plus. Mais c'est une histoire plus douloureuse encore et je pense parce que j'espère que je vais pas pleurer. J'ai connu il y a en fin août un Égyptien et j'étais mariée et je suis allée en Égypte avec mon grand-fils de 19 ans, c'est pas mal. Et donc j'ai rencontré ce jeune homme qui a 27 ans, moi j'en viens d'en avoir 56. Et bon, il y a eu cette histoire entre nous et au bout d'un mois de SMS, ça fait 3 fois que je vais en Égypte. Et bon, j'ai quand même vécu une histoire d'amour, mais avec bien sûr un fond de difficultés financières pour lui, avec une certaine inconscience aussi de certains risques que je pouvais prendre dans cette relation. Et je m'appartiens plus, quoi. Je suis vraiment très souffrante. Je sais pas comment m'en sortir. J'aurais besoin d'entendre des dames de mon âge, éventuellement, qui ont vécu des choses, même si mais Josette, qu'est-ce que ça a réveillé en vous, cette histoire-là, pour vous mettre dans cette... C'est-à-dire que j'étais pas très heureuse en couple. Mon mari s'occupait pas trop de moi. Il était assez négligent. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de désir entre nous depuis un moment. Et bon, j'ai rassuré ce garçon parce qu'on s'arrêtait pas dans sa boutique. J'ai donc posé ma main sur son épaule, je l'ai rassuré. Il m'a dit que je l'avais apaisé parce qu'il vivait des choses difficiles. Et moi, il m'a mis une pommade sur le visage et je sais pas, il a réveillé des sensations, des émotions. Il y a eu cette histoire comme ça avec, je suis revenue lui porter des gâteaux de chez nous que j'avais amenés. Et il y a eu des échanges de téléphone, puis de SMS de plus en plus fous, quoi. Et puis je suis allée en Égypte sur un week-end, je suis allée au mois d'octobre, pour les vacances de Toussaint, j'en reviens juste. Et je me suis rendu compte quand même en octobre que j'avais dépensé beaucoup d'argent quand même si j'avais profité. Il n'a pas vraiment profité, mais je lui ai envoyé 500 € après coup parce qu'il avait vraiment besoin. Il est dans une situation de précarité, il n'y a plus de touristes là où il est. Vous vous sentez très importante dans cette relation. Lui, il a rêvé, j'ai trop donné, j'ai apporté un ordinateur, un téléphone, même si c'était d'occasion, mais c'était très de bonne occasion. Enfin, vous êtes entre la maman et l'amante. Oui, c'est ça, il a perdu sa maman il y a 2 ans et je crois qu'il voit en moi sa mère. Il m'a vraiment précisément dit qu'il attendait de moi une protection. Le problème, c'est qu'il attend du matériel quand même. Il attend que j'achète une maison. Oui. Il a des rêves, il veut m'épouser, mais Josette, c'est un peu comme si vous étiez, vous savez, la magicienne qui débarque et puis qui... voilà, l'espèce de Père Noël. Oui. Et vous, ça doit remplir un grand vide à l'intérieur de vous. Alors plutôt que d'affronter... le vide de votre existence, vous la remplissez avec lui. Alors, du coup, c'est pas satisfaisant parce que vous savez très bien que c'est un leurre. En fait, vous le savez. Je le sais, et en même temps, il y a vraiment une histoire quand même, quoi, parce que c'est quand je suis avec lui, il était très fâché que j'ai douté de lui, très fâché que j'ai pu penser qu'il avait profité de moi, et là, il me dit, c'est lui-même qui est plus raisonnable, puisqu'il me dit, il nous faut du temps, on va se donner du temps, et moi maintenant, je suis en panique parce que je me dis, je vais le perdre.
je suis plus du tout. Alors que j'étais venue cette fois-ci en Égypte en me disant je me laisse pas faire, je donne pas beaucoup d'argent. J'étais allée en Angleterre avec mon fils qui avait besoin. Je lui ai donné le maximum d'argent pour que j'ai pas à en donner à mon ami. Et puis je lui ai ouvert mon cœur et ça l'a vexé. Il m'a dit j'ai cassé. You have broken my heart, parce qu'on se parle en anglais. Donc et ça s'est pas super bien passé cette semaine parce que il m'en voulait. Et alors il a un peu pris de la distance. Et puis en fait c'était moi qui souffrais. Enfin il a une emprise sur moi. Je suis complètement sous son joug et j'essaie Oui, de m'en parce sortir. qu'il vous a fait sentir importante et vous voulez continuer à sentir ça. Vous voyez, le shoot était tellement bon que vous voulez le revivre éternellement. Mais oui, mais en même temps, vous disiez tout à l'heure, et c'est ça, l'amour, c'est un risque, et c'est vrai que je me dis... Oui, c'est un... oui, c'est un risque, mais c'est un risque quand on sent qu'il y a aussi quelque chose quand même de possible à construire. Là, il n'y a pas d'équilibre dans ce que vous racontez, vous voyez ? Oui, qu'on prenne un risque de s'engager, on prend un risque d'en faire confiance à l'autre. Mais l'idée, c'est pas de risquer sa peau envers et contre tout et de s'oublier. C'est pas ça, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est pas rentrer en fusion pour s'oublier tellement. On supporte plus sa vie qu'on s'accroche à l'autre comme à un radeau. Mais on ne peut même pas dire que je supportais pas ma vie. Elle était très monotone. Il y avait pas de. Enfin, j'ai fait des études de psychologie pour vous dire, pour remplir un vide aussi. Je pense que c'est des mécanismes de défense bien au point. Et j'ai passé presque 4-5 ans là-dedans à la suite du décès de mon papa. Et je pense que là, ça a rempli un vide. Mais après ça, je viens de finir mes études là, en juin. Et comme par hasard, il m'arrive ça juste derrière, quoi. Je me dis, c'est sûr que il y a certainement un phénomène de cause à effet. Mais en même temps, si vous voulez, ce jeune homme, il a vraiment... je veux dire, il me prend par la main comme une gamine parce que je suis pas très grande, je fais 10 ans de moins. Et tout le monde me le dit. Bon, même si moi, je vois bien mon âge, mais... Et que lui, il fait 10 ans de plus... Quelle relation vous avez avec votre fils ? Parce qu'il a presque le même âge que votre fils ? Oui, il a 27 ans. Aussi. Donc mon fils a 25 ans. Mes enfants sont très tristes, mais en même temps, ils me voyaient malheureuse. Ils ne sont pas vraiment surpris. Mais vous êtes interrogée, Josette, sur pourquoi cet homme de 27 ans ? Ben non, parce que ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai pas eu à réfléchir. Vous êtes tombé dessus, mais c'est pas parce que vous tombez. C'est une expression. Écoutez, oui. Excusez-moi. Oui, mais ça vous empêche pas d'y réfléchir maintenant. J'ai essayé, mais il a un tel pouvoir de séduction sur moi que ça soulève ça enlève toute possibilité de réflexion. Mais c'est pas tant le pouvoir à lui. Je voudrais dire ce que je disais à Sophie, c'est qu'est-ce que vous avez mis dans lui. Ben oui, mais je ne sais pas. Parce que ce qui est important, c'est vous là. C'est pas lui qui fait. Vous voyez, c'est pas lui qui fait que vous êtes amoureuse. C'est vous qui faites que vous êtes amoureuse parce que vous remplissez cette relation ou cet échange avec des choses à vous. Oui, c'est sûr. Je me suis dit, c'est sûr, c'est la même chose. Au début de cette relation, j'ai été le Père Noël et c'est vrai que cette fois-ci, j'étais pas le Père Noël vraiment, même si je lui ai apporté quelques petites choses. Mais bon, voilà, je lui ai apporté un rasoir électrique, je lui ai apporté des vêtements, je lui apporte toujours quelque chose de toute façon. Et puis je lui ai dit, tu dois m'inviter maintenant. Maintenant, c'est à toi de montrer que voilà. C'est juste qu'il a 27 ans et que vous en avez le double, donc forcément ça peut pas, il peut pas être au même niveau que vous là-dessus. Et en même temps, comme il fait 10 ans de plus et que moi, je suis partie dans un... J'ai perdu 12 kilos en même pas 3 mois. Mais là, vous me parlez d'apparence, Josette. Oui, mais si vous voulez, ça m'a complètement transformée. Je me suis retrouvée moi-même comme je voulais me prouver. Il vous a fait une cure de Botox, quoi. Oui, il m'a magnifiée. Mais oui. Et que c'est comme Sophie. Mais j'ai bien entendu que c'était comme Sophie. Mais en même temps, c'est pas tout à fait pareil dans un certain sens parce que je me sens tellement mal que vous voulez pas y renoncer. Je peux pas le laisser, quoi. J'ai du mal à l'abandonner, à le laisser, à l'abandonner, parce que il est dans une situation tellement terrible, quoi. Vous voulez vous sentir bonne et gentille. Et c'est ce qu'il m'a dit, de toute façon, que c'était pas forcément ni l'âge ni rien. Il a même pas envie d'enfant, il a envie juste de. Non, c'est que quand vous regardez dans cette relation-là, vous vous trouvez formidable. C'est de vous que vous êtes amoureuse. Oui, puis moi, il me prend par la main comme une jeune fille. Je me suis retrouvée en Égypte comme j'étais au Maroc, parce que mon mari est de là-bas. Oui, mais vous voyez, Josette,
Vous parlez beaucoup de vous dans cette relation. Elle est très narcissique pour vous, cette relation. C'est pour ça qu'elle vous fait cet effet-là. C'est qu'elle vous renvoie quelque chose de vous qui vous séduit. Donc vous êtes prise au piège de votre propre séduction. Vous voyez, c'est comme si vous qui alimentiez et qui fabriquiez. C'est vrai que c'est pas tout à fait comme Sophie, parce que là, c'est vous qui fabriquez la relation. Vous la fabriquez en l'auto-alimentant parce qu'elle vous narcissise, elle vous rend importante, elle vous rend jolie, elle vous rend plus jeune, elle vous rend... Je voudrais bien me défaire de cette relation. On est sur Skype, enfin il m'a dit on se parlera sur Skype. Mais c'était justement, j'étais aussi comme Sophie dans une attente, j'étais dans un état, il a ouvert Facebook, j'étais devenue folle, j'ai vu une photo que j'avais prise, sur un petit surnom qu'il avait qui était que pour une personne intime. Il m'a dit je sais même pas manipuler les choses. Enfin, il me manipule aussi quelque part parce que je sais bien que s'il ouvre ça, c'est aussi pour communiquer. Et c'est pas par hasard s'il met une belle photo. Enfin bon, moi je suis devenue et je me suis dit ça serait plus simple si j'avais plus cet amour. Il faudrait que je m'en défasse. Mais je sais pas. Et parce que je crois que vous travaillez avec un psy sur cette histoire-là, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que ça donne? Où vous en êtes par rapport à ça? Ben, j'en suis à pas grand-chose parce que pour le moment il m'écoute et il me dit que ça m'appartient, que c'est moi qui peut pas me conseiller vraiment, que c'est à moi de voir. Il me conseille pas plus que ça pour le moment, quoi. J'ai plus un médecin généraliste qui m'aide que le psy. Le psy pour le moment il m'écoute, il me dit de prendre soin de moi, de faire attention à moi, de pas me prendre de risques. Je crois que j'effraie tout le monde dans le fait de dire je vais partir en Égypte parce qu'il y a des mariages sur une année qui sont pas des mariages où on peut renoncer. Enfin, c'est des choses très bizarres en Égypte où on peut faire un papier pour 1 an qui est pas vraiment un mariage mais qui autorise à avoir des relations parce que là il me dit c'est haram. En plus il est quand même assez musulman. Il veut me voir comme il veut que je refasse mon visage, il me dit moi si j'étais intéressée par ton argent, je te dirais pas de refaire ton visage. Votre visage? Oui, il veut que vous fassiez votre visage? Oui, c'est comme ça qu'il présente les choses. Oui. Il veut que je me fasse un lifting pour me présenter comme une jolie femme. Vous voyez tout ce que vous me racontez complètement dans l'apparence, complètement narcissique. Il y a rien qui vous nourrit dans cette relation. C'est pour ça que vous souffrez. Oui. On a un être humain, il peut pas se contenter de plures comme ça, d'oripeaux, de belles choses. Enfin, c'est pas ça. Il y a pas de cœur dans ce dont vous me parlez là. Il y a rien. Vous voyez, je suis un peu dure là, je sais avec vous, mais j'essaye de vous dire qu'il n'y a pas de cœur. C'est pas de l'amour, ça, Josette. Et c'est ce que je lui dis à lui aussi. Et quand je lui dis ça, je lui dis tu me prends même pas dans tes bras. Là, il était froid. Et bon, parce que certainement aussi, j'ai pas été très généreuse. Pas autant. Je me suis présentée comme quelqu'un qui attendait de lui quelque chose. Je ris, Josette, parce que je reçois un texto où je trouve plein d'humour. Il y a Salomon qui dit « Josette, ce garçon souffre tellement, 3 petits points, adoptez-le. » Je trouve ça. Il m'a dit de le protéger. Vous voyez ce qu'il m'a dit la dernière fois, là, dont je reviens, d'acheter une maison, on partage en 2 parce que ça se fait là-bas. Je mets la moitié à son nom, on vivra, et l'autre moitié, on mettra en location qui sera à mon nom. Josette, il y a Prune qui dit « Cette relation coûte cher au sens propre et au sens figuré. Oui. Elle est vouée à l'échec, ouvrez les yeux. » J'ai bien ouvert les yeux, mais le problème, c'est que je suis tellement sous emprise que j'arrive pas à me dire que... Mais c'est sous emprise de vous-même, Josette, c'est pas lui, c'est vous. C'est vous qui êtes liés, c'est la partition que vous jouez avec vous qui est si importante. J'ai du mal à penser ça, c'est ça qui m'inquiète. Mais oui, mais non, parce que vous voulez pas l'entendre ce que je suis en train de vous dire, parce que vous tenez trop, parce que perdre ça, c'est comme si vous alliez perdre votre identité. Le risque, il est énorme, c'est normal que vous résistiez. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez mis là-dedans? Vous voyez? Mais oui, je comprends que ce soit douloureux, mais vous perdrez pas, Josette. Josette, vous existez. Voyez, j'ai perdu mon mari, on va divorcer, oui. Je perds tout. Enfin, non, sais plus qui non. je suis. Vous perdez vos repères, Josette. Vous perdez pas tout. Vous perdez vos repères. Vous perdez tous les repères de votre environnement et du coup ça vous panique parce que vous dites qu'en perdant ces repères vous perdez vous. Non, on ne se perd jamais, Josette. Vous n'êtes pas perdue.
C'est vos repères qui sont... Et pourtant, j'ai retrouvé, alors vous voyez, c'est qu'une apparence, mais j'ai retrouvé une certaine séduction. Je me suis retrouvée, je m'aime, c'était important. J'étais grosse, je m'aimais plus. Là, je m'aime de nouveau, mais mais lui, il me promettait une autre vie, quelque chose. Voilà, c'est Narcisse. Vous êtes tombée amoureuse de votre reflet, du reflet qu'il vous a proposé, de cette vie, de ce pays. Il me ressemble en plus de caractère. Il a les mêmes façons de faire que moi. Enfin, Mais Josette, vous n'allez pas épouser votre fils. Enfin, vous voyez quelle forme d'inceste vous êtes en train de vivre avec lui. Enfin, il y a sûrement aussi quelque chose à explorer du côté de la relation à votre fils qui a quasiment le même âge. Il y a tellement de choses dans votre histoire qui vous appartiennent. Son âge à ce moment-là, je sais pas. Oui, ça a été, mais bon. Et moi, j'ai rien voulu. C'est pas moi qui ai demandé les SMS. C'est lui qui m'a relancé. Et moi, je suis tombée. Je sais pas pourquoi il m'a dit I miss you. J'ai répondu la même chose. Je sais pas pourquoi j'ai répondu. Mais parce que vous avez besoin d'amour, parce que vous avez envie d'être aimé, tout simplement. Cherchez pas. Mais ça, c'est humain. Et oui, mais après, quand on a été aimé, on n'a pas envie de renoncer à cet amour. Mais est-ce que c'est être aimé, ça, Josette? On est dans le besoin. On n'est pas dans l'amour. On est dans là, dans ce que vous décrivez, cette espèce de besoin de shoot, comme une jouissance, comme un refus d'accepter la moindre frustration. Mais le pire, c'est que lui, maintenant, c'est lui qui prend de la distance. Il m'a dit, il faut qu'on prenne de la distance. C'est lui qui est plus raisonnable. Et c'est moi qui deviens... Parce qu'il voit que vous partez en vrille, donc il panique. C'est-à-dire que je suis plus celle qui... oui. Qui promettait, quoi. Oui. Vous voyez, là, je reçois d'autres textos, aucun sentiment de sa part, il ne veut que son bien-être. Et puis Lily qui dit, méfiez-vous, mon ami a eu la même aventure en Grèce et après lui avoir soutiré un max d'argent, il a trouvé une autre poire et l'a laissé désespéré. Il faut vous protéger, là, Josette, parce que je vous sens... C'est vrai que je vous sens vraiment pas bien et je vous sens perdue. Je suis très mal. Oui, mais acceptez d'être perdue. Oui. Ce que je fais. Mais oui, rien, Josette, faites rien. J'ai 31, je suis chez ma maman, je vais sortir, aller danser, mais je sais pas comment faire. Je me dis, il faudrait que je sorte. Oui, et vous en pensez... Oui, allez danser avec vous, vous voyez, invitez-vous vous-même à danser, Josette. Je fais que pleurer, je pleure dans l'avion, je pleure tout le temps. Il y a Kiwi qui dit, pour votre bonheur, s'il vous plaît, tombez amoureuse d'un autre qui aimera votre cœur et non seulement votre silhouette. Et puis moi, j'ai envie de rajouter votre argent aussi, mais Josette... Et pourtant, il m'a dit autre chose. Il m'a dit, si je t'aimais pas, je te demanderais pas d'être plus jolie pour que je te présente. Oui, mais Josette, prenez cette histoire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un miroir qui vous a été tendu pour vous dire que vous étiez jolie, gentille, agréable. Enfin, cette histoire vous a dit des bonnes choses. Donc maintenant, gardez les bonnes choses qu'elle vous donne, mais laissez les mauvaises. C'est une erreur d'aller une année en Égypte, voir comment ça se passe et revenir en disponibilité. Parce que c'est ce qu'il me proposait au final, en fait, de partir une année. C'est pas moi, vous voyez, de vous dire ce que vous devez faire, mais moi j'essaye juste d'attirer votre attention sur tout ce que vous mettez dans cette histoire-là. Oui. Qui n'appartient qu'à vous et qui vous détruit parce que ça brouille vos repères, vous brouillez vos repères, vous vous perdez. Là, je reviens à ce que je disais à Sophie. Là, il y a un travail à faire entre vous et vous, avec votre psy ou un autre psy, peu importe. Oui. Mais il faut explorer tout ce que cette histoire a touché chez vous et qui n'est pas dû à lui, et lui, il appuie juste là où vous réagissez. Oui, mais le pire, c'est que ce que vous me dites, je me le dis moi-même. Oui, je comprends. Je me le dis, je sais tout ça, je me suis dit tout ça, je me suis dit, c'est pas normal, il a 27 ans, il voudra un enfant. Je lui ai dit, il m'a dit, c'est pas grave, on en adoptera un. Mais tout ça, je me dis, c'est pas normal, mais j'arrive pas à me défaire de lui. Mais parce que... Il est trop séducteur, il est trop beau, il est trop... Je l'aime tout simplement, quoi. Je m'aime peut-être à travers lui, mais je l'aime aussi quand même. Je crois que vous aimez beaucoup à travers lui. Il y a Laurence de Picardie qui dit souvent le fait d'aider financièrement l'autre vous rend encore plus vulnérable. Vous croyez en son amour, mais lui croit en votre possibilité de subvenir à ses besoins. Il vous dit ce que vous voulez entendre. Méfiez-vous, essayez de ne lui apporter que de l'amour et soyez... Et voyez, s'il est toujours amoureux, protégez-vous, il connaît vos points faibles. Il m'a dit qu'il attendait de moi de la protection, mais j'ai dit qui va me protéger, moi? Il m'a dit Dieu. Dieu te protégera. Alors c'est vrai que après, dans un pays comme ça, en ruine, c'est un pays qui va pas bien du tout.
Oui, mais là, vous voyez, vous jouez au marquis de Carabas, vous savez, à la princesse qui arrive avec ses malles pleines de présents pour sauver le monde. Vous sauvez pas le monde, Josette, vous sauvez vous-même. Oui, je vais essayer d'écouter tout ça, mais je comprends. Non, mais je comprends, mais essayez juste d'écouter qu'il y a deux, vous voyez, il y a deux éléments différents. Il y a l'histoire, il y a ce que vous avez vécu qui a déclenché un tsunami dans votre vie. Oui, mais écoutez, mais écoutez la tempête vous dire ce qu'elle a à vous dire sur vous. Là, il y a quelque chose à entendre sur vous. Oui, merci Sophie de me dire ça. Je sais bien c'est important, Josette. Il faut que je revienne à moi, mais je sais plus mon port d'attache. Je comprends, mais donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Il y a Codette de Corse qui dit: vous êtes très touchante par votre histoire, je vous embrasse. Hein. Et puis Béa qui dit de cette histoire: profitez du fait que vous aimez à nouveau. C'est vrai, gardez les belles choses. Oui. Hein. Mais essayez de parce que c'est vrai que vous voyez l'histoire de la proposition chirurgicale. Je reçois un SMS qui dit ça. Il touche votre déficit narcissique. Voyez, faut-il que votre déficit narcissique soit grand pour prendre pour un compliment cette immonde proposition chirurgicale? Mais j'avais déjà pensé il y a déjà 10 ans à me faire enlever cette petite masse graisseuse sous le menton, donc c'est sûr qu'il a touché quelque chose. Voilà. Oui, mais à chaque fois il touche juste. Oui, mais il est fin, il est très fort. Mais non, c'est pas il est très fort. Il touche des failles, voire des gouffres en vous que vous n'avez pas regardé, et lui en fait une vallée pleine de fleurs. Alors vous êtes émerveillé. Le pire, c'est que je suis dans une situation où les gens me pensent très forte, où je jette beaucoup les autres, où je suis toujours. Oui, parce que vous êtes dans un peu la toute puissance. Vous voyez, la toute puissance de la mère. Là, vous êtes dans la toute-puissance de la mer. Il y a beaucoup de toute-puissance chez vous, là. Et la toute-puissance, c'est pas de l'humanité. Oui. Donc, il faut vous retrouver, Josette, avec le cœur, là, encore une fois. Hein. Oui. Bon courage, Josette. Merci, Sophie. Vous avez bien fait d'appeler. Bon courage. Merci Allez, beaucoup. Au revoir. Bonsoir Martine. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir sélectionné mon appel et merci pour cette magnifique transition que vous me proposez en disant que l'amour quelque part c'était un risque. Et je suis effectivement à un point d'une relation où je me demande si je dois prendre un risque que je vais vous exposer en 2 mots. Voilà. J'ai 61 ans, je suis veuve depuis 3 ans. J'ai mis les 2 premières années à me reconstruire, à me relever, à me restructurer, ce que j'ai pas trop mal réussi, j'ai même bien réussi. Et puis cette année, j'étais prête à continuer ma vie, non pas à refaire ma vie, mais à continuer ma vie. J'ai envie de vivre, bref. J'ai rencontré une personne en début d'année, puis la relation n'a pas abouti, je m'étais enflammée peut-être. Et j'ai souffert un petit peu, beaucoup. Je me suis remise également de cette situation. Et puis, au mois de septembre, j'ai rencontré un homme bien, très bien, qui me plaît bien, à qui je plais bien, qui est intelligent, qui est cultivé, qui est fin, qui est spirituel, qui aime la littérature, la musique comme moi. Enfin bref, nous avons beaucoup de points en commun. Sur le plan intime, il est très délicat, très respectueux. Tout va bien, mais il y a un mais, vous imaginez. Il y a un mais. Un mais qu'il ne m'a pas caché dès notre première rencontre. Ce monsieur m'a dit qu'il avait vécu une 12aine d'années à l'étranger, qu'il avait fait des affaires, est revenu en France après un divorce à l'étranger pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants, ce qui est tout à fait bien. Et il a repris ses activités, mais il se trouve qu'il connaît des difficultés financières. Alors j'avais entendu ça, puis j'avais rangé ça dans un petit coin de ma tête en me disant, c'est peut-être pas très grave, c'est peut-être pas, moi je vis bien, bon. Et en définitive, ces difficultés financières pèsent, j'ai l'impression, je le sens, sur notre relation. Pour le moment, c'est moi qui suis à l'origine de tout.
Quand vous dites à l'origine de tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez, c'est vous qui financez, restaurant, voilà, sortie, voilà, d'accord. Voilà. Donc il y a guère de sortie parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Je veux dire, il n'y a pas de sortie du tout. Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Et cette situation commence à me refroidir, à me détacher de lui. Alors je me demande si c'est bien de ma part de prendre ce risque. Que dois-je faire? En même temps, nous vivons une très très jolie histoire. Et c'en est au point, voyez-vous, où hier soir, nous devions passer le réveillon ensemble. Je dis bien nous devions. J'avais pensé qu'on aurait pu aller à un spectacle et puis dîner à la maison après, ce qui lui a été difficile. Il y a renoncé, donc moi aussi par la même occasion. Et donc hier soir, j'ai eu comme un flash et je me suis dit, je ne peux pas passer le prochain réveillon après-demain avec cet homme, les yeux dans les yeux, lui souhaiter une bonne année, car je suis en train de me refroidir, de reculer. Alors je suis animée de plein de sentiments très, je dirais, ambivalents, parce que en même temps j'ai un peu beaucoup de peine. Je pense que je vais renoncer à quelque chose. Puis par ailleurs, je suis soulagée. Alors, est-ce que c'est normal que tous ces sentiments se battent en ce moment en moi? Je ne sais pas quel chemin suivre. Je n'ai plus 20 ans. Quand bien même j'arrive à éprouver des sentiments comme à 20 ans, ce qui est absolument merveilleux, ce qui quelque part me rassure et donc voilà. Et est-ce que ça touche la croyance ou la représentation que vous vous faites de la relation amoureuse entre un homme et une femme, où finalement l'homme pourvoit, voyez, les puissants, c'est-à-dire est-ce que du coup ça on va dire ça abîme l'image de puissance que vous faites d'un homme? Oui. Et en même temps, vous dites, on a une très belle relation, très humaine. Vous avez pu en discuter ensemble un peu de ça? Oui, bien sûr. Et comment lui réagit? Il me dit qu'il me comprend très très bien, qu'il ne peut pas m'offrir un horizon très clair pour le moment, que je lui ai expliqué que durant toute ma vie, j'ai eu des difficultés comme tout le monde, enfin une vie assez fluide, assez calme, agréable, et il comprend très bien qu'il n'est pas en situation de m'offrir une certaine sécurité, on va dire. Mais est-ce que vous en avez besoin de cette sécurité? Parce que vous l'avez, vous, toute seule? Moi, je l'ai, oui, c'est vrai. C'est intéressant, ça, Martine, vous voyez? Je l'ai, moi, cette sécurité. Mais oui. Elle est bien assise. Ah oui, vous voyez? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait... Parce que on peut imaginer, voilà, vous pourriez vous dire, aimer cet homme en acceptant, en même temps l'âge que vous avez, sachant que voilà la sécurité vous l'avez, profiter de cette relation sans y mettre dedans cet ingrédient-là. Vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Non. Donc c'est, vous voyez, ça, il touche, enfin, il vous gêne dans. Est-ce qu'il vous gêne plus finalement dans une image de vous, pour reprendre, vous voyez, on parle avec Josette finalement et puis Sophie au début de l'aspect narcissique, et aujourd'hui dans notre société ça prend beaucoup d'importance dans l'histoire d'amour. Finalement le fait qu'il ne paye pas, ça vous narcissise pas, alors qu'en fait vous n'en avez pas besoin. Enfin, pas besoin matériellement, mais le fait qu'il puisse pas vous offrir le restaurant, les sorties, du coup, vous vous sentez pas aimé comme il faut, narcissisé, enfin, vous voyez, belle dans votre miroir, parce que cet homme ne vous... Alors qu'il me le dit, Sophie. Il me le dit, mais tu es belle, tu es intelligente, enfin bref, il me le dit avec des mots. Ouais. Vous voudriez lui coûter quelque chose. Oui. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est quelle représentation, qu'est-ce que c'est pour vous l'argent? À quoi ça sert, Martine? Quelle représentation vous en avez au fond de vous? C'est-à-dire que ça c'est difficile, hein. Oui, c'est une question difficile, je sais, c'est pas évident, mais... Question difficile, si vous voulez... Sans réfléchir, si je vous dis, voilà, l'argent, ça sert à quoi dans la vie? À la rendre agréable. Oui, à oublier, à vivre, je dirais, quasiment sans souci sur ce plan-là.
Et si vous voulez, la relation que nous avons établie, si douce est-elle, quelque part me laisse un peu insatisfaite. À cause de l'argent ou c'est un symptôme, hein, parce que peut-être que ça cache autre chose. Ah, ça cache peut-être autre chose, mais je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Non, mais quand je vous dis ça, vous dites oui ou non, ça cache pas et c'est vraiment l'histoire de l'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire, Sophie. Ouais. Je ne sais pas. Parce que vous voyez, vous en êtes à renoncer à votre soirée de réveillon avec lui. Oui. Et comme l'argent n'est pas un souci pour vous, parce que vous auriez pu, vous, prendre 2 places pour un spectacle tous les deux et dire, allez, je nous offre le resto, parce que j'aime le moment avec cet homme-là et c'est ça qui compte. Parce que quelquefois, quand on rencontre quelqu'un et que la situation est déséquilibrée, financièrement, dans un sens ou dans un autre, voilà, aujourd'hui, une femme, si on est à l'aise et qu'on a ce qu'il faut pour vivre, pourquoi ne pas profiter, on va dire, de cet argent pour en faire profiter celui qu'on aime et le partager ensemble. Et ma foi, la vie passe, la roue tourne et peut-être qu'un jour ce sera lui, mais pour l'instant il peut pas. Pour l'instant il ne peut pas. Mais alors voyez-vous aussi, ce qui me gêne, c'est que je ne sais pas ce qu'on va pouvoir construire ensemble. Vous pensez est-ce que vous avez le doute ou la méfiance qu'il puisse être aussi avec vous pour ça? Je ne pense pas. Non, d'accord, ça c'est important. Non, oui. non, je suis quasiment certaine que non. Et c'est quoi construire? Ça veut dire, je sais pas, acheter une maison ou... Non, mais construire au sens large du terme, c'est-à-dire à 2 faire quelque chose. On ne peut plus avoir d'enfants, c'est évident. Mais voyez-vous, entreprendre quelque chose à 2. Je ne voudrais pas être moi le pilier de cette relation. Mais c'est intéressant, vous voyez, c'est comme si, parce que vous pouvez faire des choses ensemble sans que lui ait beaucoup d'argent et vous un peu plus, non? Qu'est-ce qui empêche de construire du fait de ce déséquilibre? Cela fait que j'éprouve peut-être un peu de compassion pour lui, parce que je sais qu'il aimerait me gâter, qu'il ne peut pas. Il y a un mépris? Non, non, mais il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans la relation, et je me demande dans quelle mesure on pourra, lui comme moi d'ailleurs, faire avec ce déséquilibre, voyez-vous. En fait, vous voulez pas qu'ils vous doivent aussi. Il y a l'histoire de la dette. Peut-être. C'est-à-dire que si vous financez, il a une dette. Absolument. Donc, il y a un homme en dette. Et un Absolument. Oui. Oui. Il faudrait, vous voyez, arriver à déconstruire, enfin, à travailler autour de toutes ces images que véhicule... vous savez, l'argent, c'est très symbolique, au-delà de l'aspect financier. Oui. Il y a Cathy qui dit, là, vous touchez aux images archaïques de l'homme et de la femme. Oui, sans doute. Mais c'est vrai que vous sentez bien que vous n'allez pas supporter un homme en dette, finalement. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains, et... Et c'est ce qui me fait douter, si vous voulez, de mon engagement. Je me demande si je vais avoir les comment dirais-je, la force de m'engager, de surmonter ce déséquilibre. En même temps, je vous répète que ce que nous vivons est très très joli, mais il y a une dimension, je pense, qui me manque. Comme s'il n'était pas un égal, un homme en face d'une femme. C'est très archaïque. Il interroge, finalement, il est aussi sur votre route pour vous interroger sur quelle image de l'homme vous faites, c'est quoi un compagnon dans une vie. Il vous bouscule. Il me bouscule alors que, oui, je suis bousculée alors que d'ordinaire, j'ai appris à être indépendante, à décider de ma vie, à prendre des décisions, forcément. Et généralement, je pèse bien le pour et le contre. Je suis douée de raison, et
j'allais dire, je ne m'aventure pas comme ça. Et là, j'avoue que je suis bousculée et je suis un petit peu, même beaucoup perdue. Et quel est le risque, Martine, en imaginant que vous, voilà, parce que c'est une relation très récente, vous voyez, ça prend des proportions très importantes pour une histoire assez courte finalement. Oui. Vous auriez pris, ou vous prendriez, on va dire, de place pour le 31 pour un spectacle, vous allez au resto, vous payez. Et c'est ce risque-là finalement, en m'appelant tout à l'heure, vous avez démarré en disant, c'est ce risque-là que vous n'avez pas envie de prendre, de vivre. Parce que, vous aurez payé de votre poche une soirée, mais pour l'instant, voilà, ça vous a pas coûté grand-chose, cette histoire. Non. Mais c'est le sentiment qui me déplaît, de le dominer, entre guillemets, je n'ai pas d'autre mot qui me vient tout de suite là, sur ce plan-là. Voyez-vous ? C'est pas dans le sens de vos croyances, de vos valeurs. Peut-être. Et du coup, ça enlève votre désir. Voilà, exactement. Ça touche au désir. Voilà, exactement. Exactement. Ça casse le désir parce que finalement il peut pas offrir, il est pas, il y a quelque chose, c'est-à-dire soit vous changez de lunettes d'une certaine manière, enfin c'est compliqué à dire comme ça, mais oui, soit vous reconsidérez ce qui est important et pas important pour vous. Oui. En fait, cette histoire, elle vient vous interroger là-dessus. C'est à l'âge que j'ai aujourd'hui, dans l'histoire de vie que j'ai eue, les hommes que j'ai rencontrés. Est-ce que je suis prête, dans cette relation avec cet homme-là, à reconsidérer quelque chose que j'avais, qui était quelque chose d'acquis et qui m'allait, vous voyez ? C'est là où on va reprendre de l'image de l'amour qui est une aventure, et un risque, c'est que il vient toucher un ordre établi. Oui. Alors, est-ce que vous acceptez ce désordre ou pas, et sous quel risque, ou sinon vous fermez la porte et vous dites ce que vous avez commencé à faire. Oui. Bon, de toute façon, en lui disant que qu'on passerait peut-être pas sans doute pas le réveillon ensemble, nous, on a mis au point je lui ai dit que j'avais besoin de me reconcentrer, de me reposer, de réfléchir, et pour le moment aujourd'hui nous n'avons échangé aucun SMS, aucun coup de téléphone, etc. Et j'ai de la peine à dire que cela ne m'a presque pas manqué. Je dis bien presque pas. Alors le côté, la tristesse que j'éprouve, vous le développiez hier soir, c'est la nostalgie de ces premiers mois, la nostalgie de ce que nous avons vécu, de ce que nous nous sommes dit, de ce que nous avons échangé, des attentes, voyez-vous, de tout cela. Et aujourd'hui, cela ne m'a presque pas manqué. Alors, est-ce que c'est révélateur ? Est-ce que c'est un signe ? Oui, sans doute, puisque vous le dites comme ça, c'en est un, mais vous voyez, là je reçois un SMS qui dit que valez-vous en vérité sans qu'on vous évalue ? Vous êtes dépendante du prix qu'on vous donne, estimez-vous, vous serez libre d'aimer. Ça rejoint les histoires d'hier soir, lesquelles je sais que vous avez été sensible, et vous voyez, c'est une histoire aussi de valeur de vous-même. Je comprends, Martine, si c'est toujours la même personne qui paye un jour, cela posera problème. J'ai connu cela et pas facile à vivre, surtout pour lui, Paty. Mais alors du coup, Émeric, du Maine-et-Loire, dit, mais lui ressent-il une gêne dans cette situation ? Vis-à-vis de lui-même, non, il me l'a dit. Il me dit, moi, je vis très bien comme je vis. Mais vis-à-vis de moi, sans doute que oui. Sans doute qu'il y a une petite gêne, il y a quelque chose. Parce que ça vous gêne, oui. Peut-être. Parce que c'est quelqu'un de généreux au plan des sentiments, mais je pense que c'est quelqu'un de généreux. Il aimerait donner, mais je n'ai pas besoin qu'il donne. Je n'en ai pas besoin. C'est simplement Non, ça touche à la valeur de vous-même. Là, ce que ça interroge, Martine, c'est quelle valeur vous donnez. Vous avez besoin de valoir quelque chose pour lui, pour valoir quelque chose à vos yeux, et du coup, il vous manque une partie. Alors que cet amour semble, on va dire, parfait dans ce que vous avez décrit, il manque une valeur que vous voudriez qu'il vous donne via cet argent,
Et parce que vous l'avez pas, ça compte pas. Hein. Je reprends exprès des mots liés à l'argent. Vous voyez, il y a toute une symbolique autour de ça, où vous y mettez des choses qui vous appartiennent. Oui. Et ce serait intéressant de savoir ce que vous valez finalement à vos yeux. Je ne sais pas. Je suis. Ça interroge ça. Oui, je suis très exigeante, c'est vrai, avec moi-même, avec les autres, c'est vrai. Peut-être qu'il est là sur votre route pour faire tomber, vous voyez, des résistances et des barrières, parce que voilà, si vous dites que c'est une jolie relation par ailleurs et délicate, attentionnée, amoureuse, oui. Vous sentez qu'il veut dépendre de vous financièrement, qu'il veut habiter chez vous? Non. Oui, c'est intéressant. Non, Martine. il m'a dit que non. Il ne vous demande rien, donc cet homme. Il ne me demande absolument rien. Il ne me demande absolument. Et il vous offre du temps. Il m'offre, oui, dans la mesure du possible. Il est encore en activité, mais il m'offre du temps. Il m'offre sa présence, sa tendresse, son écoute. Il m'offre beaucoup de choses. Ça n'a pas de prix, ça, Martine? Oui. L'image est jolie, oui. Oui. Essayez, amusez-vous à écrire des mots autour de l'argent, en les associant à l'affection et à l'amour. Vous voyez, compter, valeur, offrir. Oui, voyez. Parce que, vous voyez, j'ai bien conscience que ce n'est pas joli ce que je suis en train de... Non, mais ça... Pardon ? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous déculpabilise. Mais je m'en veux parce que je me dis c'est pas beau ce que tu ressens là, c'est pas beau et j'en ai bien conscience. Oui, mais alors ça, vous savez, on en a plein des choses pas belles en nous et dans cette émission, on est là pour accueillir même les paroles parce qu'après, on est dans la culpabilité, ça nous fait pas avancer, vous voyez. Oui. Donc non, ne vous jugez pas et on n'est pas là pour être dans le jugement moral, c'est bien, c'est pas bien. Au contraire, vous avez le courage d'appeler, d'en parler, de nous offrir ça, votre questionnement et d'en discuter ensemble. Donc, ça prouve que vous êtes dans une recherche et ça a beaucoup de valeur. Vous voyez ? Martine, essayez de faire ce que je vous ai dit, de travailler avec des mots, des images. Hein ? Oui, je vais le faire. Ça va peut-être vous aider à avancer. Absolument. À dénouer tout ça en vous. Absolument. Bon courage. Merci infiniment. Bon courage, Martine. Sophie. Et beau réveillon, quoi qu'il en soit. À vous aussi, merci. Merci infiniment. Au revoir, Martine. Bonsoir, Marine. Oui, bonsoir. Vous vouliez réagir à l'histoire de Josette? Oui, voilà, parce que je vis un petit peu la même chose. J'ai un peu son âge. J'ai une relation avec un homme qui est qui a 35 ans, donc c'est un peu différent. Oui, vous vouliez dire qu'il vous était arrivé la même chose qu'à Josette? Voilà. Mais que vous aviez avancé en fait par rapport... c'est ça que je trouvais intéressant à nous raconter ce soir. C'était comment vous en êtes sortis. Voilà, parce qu'il nous reste très peu de temps, donc je trouvais intéressant. J'ai essayé d'aller vite. Oui. En fait, j'ai rencontré cet homme alors que je sortais d'une dépression, et je crois que c'est pas par hasard. Et je crois que cette relation m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire que c'est un homme qui travaille, qui ne me demande pas d'argent. Et je crois que son but, surtout ayant quand même un petit salaire et des difficultés de logement, ce serait d'habiter avec moi, au moins provisoirement. Et donc, l'intérêt serait là. Mais pour moi, ça m'apporte beaucoup. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Et tout en restant quand même dans une certaine lucidité, en voyant bien que la différence d'âge qui est quand même importante, c'est plus qu'un frein, c'est un poids. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi de revivre, de retrouver une jeunesse. Donc en fait, ce que vous voulez dire, Marine, c'est que vous vivez cette relation comme une jolie transition vers quelque chose pour vous, c'est ça, de plus juste? C'est ça que vous voulez dire? Oui, peut-être, ou presque la dernière relation que je pourrais avoir, et qui est dans le fond pas si mal, parce que parfois, vous savez, les hommes d'un certain âge recherchent des femmes de mon âge pour être leur infirmière, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intérêt là-dedans.
pour être une sorte de nounou, une sorte de... Oui, alors, oui, enfin, là, vous dire que là aussi, vous êtes dans l'histoire de la maman. Enfin, pas la nounou, mais la maman. Ah non, parce que je pense qu'on est dans l'histoire de la nounou et on est l'histoire de la maman, parfois aussi avec des hommes plus âgés que soi. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui recherchent parfois aussi bien une cuisinière qu'une personne qui s'occupe d'eux, qui prend soin d'eux. Oui, vous dites un peu comme Josette, c'est que vous vous sentez plus exister en tant que femme, c'est ça? Oui, voilà. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que très souvent, des hommes ont des relations de cet ordre avec des femmes plus jeunes et que peut-être on ne va pas tellement y chercher midi à 14h ou peut-être que l'entourage ricane un petit peu, mais l'admet plus. Mais pardon, mais l'admet plus. En tout cas, ce que vous vouliez dire, Marine, c'est que vous vouliez en fait rassurer Josette sur ce qu'elle vit, c'est-à-dire la déculpabiliser. En fait, non, pas vraiment, parce que là, je crois que là, ce qu'elle vit est quand même peut-être beaucoup plus compliqué que ce que je vis. Oui. Parce que le monsieur est étranger, elle n'a pas vraiment de conversation avec lui, et vraiment, on en est à acheter une maison, ce qui est tout à fait différent. Oui. D'accord. Mais vous appeliez pour dire oui, mais on peut vivre ce genre de relation sans être dans la culpabilité. C'est ça que vous voulez dire. En y trouvant quelque chose de positif. De positif, oui, j'entends bien. Je crois qu'il faut absolument être lucide aussi et savoir que c'est effectivement, comme je crois vous venez de le dire, une transition. Oui. Merci Marine, merci de nous avoir appelés pour nous raconter votre histoire. Au revoir.